de travailler, d'étudier, d'échanger sur les transformations des systèmes de production et de consommation dans le cadre de l'émergence. Hier, dans la session intitulée « Planifier l'émergence », nous avons eu des discussions qu'on pourrait qualifier de byzantines sur le fait de savoir si il fallait insister sur la demande ou plutôt sur l'offre. Et le consensus n'a pas été établi, mais de l'avis général, il fallait travailler sur les deux. Et donc, la question de la structure de la production dans le cadre de l'émergence est une question cruciale. Est-ce qu'on peut émerger avec une insertion primaire au sein du commerce international? Ça fait partie des questions sur lesquelles nous aurons à discuter. Sur le volet demande de la chose, est-ce qu'on peut émerger avec une consommation qui est structurellement extravertie? Ça fera également partie des éléments sur lesquels j'aimerais bien que nous puissions échanger. Alors, notre session démarre à 12h35. À 14h20, nous sommes censés avoir terminé, mais nous ne sommes pas obligés de saturer la contrainte, donc nous pouvons arrêter un peu plus tôt s'il n'y a pas de combattants. Donc nous allons demander, comme il est maintenant habituel, que les intervenants fassent 5 minutes, mais je crois que la police des débats sera assurée par mon ami modérateur, à qui je donne tout de suite la parole. Merci. Merci, Président. Je crois que nous avons le redoutable honneur d'intervenir au moment où le degré d'attention baisse un tout petit peu. Donc, nous allons essayer d'être concis et donc aller à l'essentiel. Le panel est composé donc de compétences assez complémentaires, je pense, des concepteurs de modèles de développement, des personnalités politiques, des universitaires, des banquiers. Tout cela devrait donc nous permettre une alchimie, n'est-ce pas, nous permettant, n'est-ce pas, de sortir donc de nos échanges avec des pistes de travail, n'est-ce pas, pour véritablement asseoir le rôle de nos secteurs productifs, n'est-ce pas, dans le concert donc économique mondial. Donc peut-être je vais passer la parole donc d'abord donc au professeur, puisque commençant par la gauche, hein, au professeur Zaka, pour nous délivrer un peu donc ses premiers sentiments. Donc, professeur, on va essayer de tenir dans un volume de 5 minutes, étant entendu que donc après donc avoir entendu les différents panélistes, nous allons donc susciter des commentaires entre panélistes et ouvrir donc les débats à l'assistance, de manière à ce que, au sortir donc de nos échanges, nous puissions, n'est-ce pas, apporter donc ce qui est essentiel, n'est-ce pas, effectivement, pour répondre à la problématique qui nous est soumise donc ce matin. Professeur, je vous passe la parole. Je crois que vous avez un micro. Donc 5 minutes. Top chrono. Bien, merci, monsieur le modérateur, merci, monsieur le président. Il m'a été demandé d'exposer sur la place des stratégies de compétitivité et des IDE dans le processus d'émergence. Quels enseignements pour le Congo-Brazzaville? Alors, je précise tout de suite que les IDE dont il est question ici sont ceux qui émanent des pays émergents. Donc nous voulons, par rapport à la question, essayer d'interroger le plan Congo émergent 2025, Congo émergent 2025, qui pose la problématique de l'émergence du Congo-Brazzaville à cet horizon, fort de ses récentes performances économiques en matière de croissance,
d'attractivité et de diversification des partenariats commerciaux et industriels avec notamment les pays émergents. Donc, le plan Congo émergent 2025 s'inscrit dans une logique également sous-régionale, puisque au niveau de la CEMAC, on parle également d'une CEMAC émergente à l'horizon 2025. Alors, je pense qu'effectivement, comme on l'a dit hier et ce matin, l'état développementaliste est nécessaire, il doit incarner donc leadership transformationnel, et il est tout à fait normal que cet état développeur ou développementaliste, à travers une planification stratégique et des objectifs ambitieux, notamment en matière d'industrialisation. Nous pensons pour notre part qu'il n'y a pas d'émergence sans diversification de la base productive, et cette diversification de la base productive passe nécessairement par l'industrialisation, y compris à travers la valorisation des matières premières locales, qu'il s'agisse d'un processus d'import ou de promotion des exportations, et un processus d'industrialisation tourné également vers le marché aussi bien étranger que local ou régional. Et s'agissant du Congo, les ambitions du PND 2012-2016 ont été de faire passer la part du PIB manufacturier de 4% à l'heure actuelle à 15% en 2016, puis 30% en 2020. Et pour cela, le Congo s'est donné un plan stratégique qui comprend des filières sélectionnées porteuses de croissance, notamment l'agriculture, le bois, les mines, énergie, pétrole et gaz, les services financiers, la construction, ainsi que le tourisme. Et cette industrialisation devrait être favorisée par la modernisation notamment des infrastructures, de transport, communication, d'énergie, ce qui a conduit le pays à investir plus de 50% des investissements publics dans le secteur des infrastructures. Et ces plans Congo émergent prévoient également l'inclusion sociale en modernisant autant que possible la protection sociale et en assurant la protection des groupes défavorisés à travers donc des politiques sociales. Alors, du bilan de l'industrialisation au Congo-Brazzaville, il faut dire d'abord que dans les années, il y a trois principales phases. Des années 60 au début des années 80, c'est la première période caractérisée par une politique protectionniste d'import-substitution et qui a connu les travers, à l'instar d'autres pays, liés notamment au déficit de débouchés, aux problèmes de maîtrise technologique, et malheureusement, au milieu des années 80, avec l'adoption des programmes d'ajustement structurel, le consensus de Washington a imposé plus ou moins la désindustrialisation du pays, puisque beaucoup d'entreprises du portefeuille public ont été privatisées et les offices de commercialisation de café cacao également privatisés, ce qui a fait disparaître le Congo du marché mondial de ces spéculations de culture de rente. Le Congo, donc, aujourd'hui, est resté tributaire dans sa spécialisation du pétrole, qui assure 60% du PIB, 90% des recettes d'exportation, 80% des revenus de l'État. Alors que dans les années 60-70, nous avions un secteur manufacturier de l'ordre de 10% qui contribuait à 10% au PIB. Aujourd'hui, cette contribution, disons, au début des années, en 2010, cette contribution est tombée à 4%, disons, à 4%.
cette contribution du secteur manufacturier tombe à 4%. D'où le défi que j'ai évoqué tout à l'heure dans le plan Congo émergent 2025 qui voudrait porter d'abord à 15% d'ici 2016 et 30% d'ici 2030. Alors, cette politique d'industrialisation volontariste se caractérise par 3 aspects. Il y a d'abord une ouverture commerciale maîtrisée qui comprend en particulier la protection des industries nationales par rapport à la concurrence déloyale. Deuxièmement, une industrialisation volontariste qui vise également des filières qu'on a indiquées tout à l'heure et à travers des stratégies de zones économiques spéciales dont certaines ont commencé à fonctionner au Congo depuis quelques années. Il y a ensuite l'engagement du gouvernement à renforcer le capital humain à travers notamment en privilégiant la formation dans les sciences et les qualifications, je dirais, scientifiques et professionnelles, les sciences de l'ingénieur pour nous résumer. Alors, à la base de cette stratégie des zones économiques spéciales que le Congo veut mettre en pratique dans le cadre de sa diversification, il y a la recherche de la diversification des activités productives et des exportations, la création d'emplois, notamment dans le secteur manufacturier, et la facilitation du processus d'intégration régionale. Et bien entendu, la réduction de la pauvreté. Et dans la mise en œuvre de ces zones économiques spéciales au Congo, le gouvernement bénéficie de partenariats stratégiques, notamment de Singapour et de l'île Maurice, qui vont donc intervenir comme partenaires stratégiques, notamment pour les infrastructures. Et l'État congolais, on demande en particulier d'alléger, bien sûr, la législation fiscale et de moderniser les infrastructures. Alors, au-delà donc de l'échec constaté de la première phase d'industrialisation des années 60-70, la deuxième phase, comme on a dit, c'est celle de l'ouverture qui a été caractérisée par la désindustrialisation. Nous sommes donc entrés dans une troisième phase où l'industrialisation se voudrait être maîtrisée et avec comme un État stratège qui jouerait non seulement le rôle des incitateurs, mais interviendrait également dans certaines filières, notamment la filière énergie et les filières agroalimentaires à travers des partenariats avec les pays émergents qui sont déjà en place. Je voudrais ici citer les partenariats avec le groupe sud-africain pour l'agriculture vivrière. Je voudrais citer les partenariats avec le groupe brésilien pour la transformation du manioc, aliment de base des Congolais. Je voudrais citer le partenariat avec le groupe malaisien Atama Plantation pour la filière palmier à huile, y compris la production de produits dérivés comme les biocarburants. Professeur, si vous permettez, peut-être dans cette deuxième phase, puisque nous sommes pris par les contraintes des temps quand même, peut-être que serait souhaitable que vous focalisiez peut-être la synthèse de cette deuxième phase sur le volet touchant plus spécifiquement au thème, n'est-ce pas, de notre panel, donc, qui est donc le développement compétitif, n'est-ce pas, des secteurs productifs. Donc si vous pouvez nous donner quelques pistes de réflexion là-dessus, en guise de conclusion. Oui. Alors, en guise de conclusion, j'aimerais dire que le Congo, qui veut sortir de l'après-pétrole, doit diversifier son économie, notamment le secteur manufacturier, développer le secteur manufacturier, qui était déjà relativement important dans les années 70, mais qui a connu une désindustrialisation du fait de l'ajustement structurel. Et aujourd'hui, avec le plan national de développement, il y a des filières qui ont été ciblées, notamment la valorisation des hydrocarbures, le bois, la transformation, l'agroalimentaire, où des partenariats ont été signés avec des groupes des pays émergents qui vont contribuer
donc à la transformation locale de ces matières premières et à insérer le Congo y compris dans la chaîne de valeur mondiale, faisant que, bien entendu, le Congo puisse même, sur des produits de niche, conquérir les parts de marché qu'il a perdues dans le temps. Et donc, aujourd'hui, compte tenu, je dirais, de la crise que connaît l'agriculture, je dirais, des pays du Nord, l'agriculture dite productiviste, basée sur notamment les engrais chimiques, bon, le Congo pense que avec cette nouvelle agriculture verte, l'agriculture bio, le Congo a là des créneaux porteurs qu'il pourra valoriser sur le marché aussi bien régional que mondial. Nous insistons beaucoup sur la spécialisation dans le cadre des échanges sud-sud parce que nous savons que les échanges en Afrique, et y compris en Afrique centrale, les échanges croisés sont faibles. Et si les échanges croisés sont faibles, c'est surtout parce qu'il y a faible développement industriel. Et nous sommes convaincus qu'avec la diversification de la base productive au profit du secteur manufacturier, il y aura une intensification des échanges croisés. Ça, c'est la théorie de l'INDER qui nous enseigne depuis les années 60. Et nous pensons aussi que le partenariat stratégique signé avec la Chine, aujourd'hui premier investisseur au Congo, premier créancier également, premier partenaire au développement du Congo, avec les partenariats stratégiques signés avec la Chine, le Congo a de bonnes raisons d'espérer une externalisation, une délocalisation des activités, notamment à faible valeur ajoutée, vers son territoire, pour peu que, bien entendu, le Congo maintienne l'attractivité de son territoire à travers un bon risque pays, notamment préservant la stabilité politique institutionnelle et modernisant les infrastructures. Je vous ai rappelé au départ, Monsieur le Président, que le Congo met plus de 50% de ses investissements publics dans la modernisation des infrastructures de base, notamment l'énergie, le transport, y compris les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Voilà. Merci, professeur. Je sais que l'exercice n'était pas très simple. Vous avez une présentation relativement étoffée. Merci en tout cas pour la concision. On va peut-être passer la parole à votre voisin juste à côté pour donc, nous évoquer donc, le cas de l'expérience angolaise. C'est bien ça, c'est Angola. Le Kenya, pardon. L'expérience kenyane. Donc, M. Kangwandia, qui est conseiller donc, du gouvernement kenyan, donc, va nous aider à approcher un peu plus notre thème. Le professeur a défriché le chemin. Cher frère, à vous la parole. C'est en anglais peut-être, non? Merci. Thank you very much. Let me start by observing that Kenya has always pursued a competitive market economy from the 1960s and largely avoided some experiments with socialist thinking, even though it kept focus on human development all through. Recently, as you all know, Kenya rebased its economy, and it's one of the 10 leading African economies today. Surveys this month have shown that it's one of the fastest growing economies in the world after Singapore and China. And in a sense, the question that one wants to ask is what strategy is making Kenya so competitive in the market, in the world market or global market, and why is it whether this growth is sustainable or is it based on key pillars that are sustainable? I would track Kenya's strategy of development in three phases, which are very, very interconnected. The first phase that comes after 2002, when the first opposition government comes to power, is
an emphasis on human development. And it starts with free education for all the children that enabled massive enrollment in education, expansion of the university sector to a point that it becomes accessible for those who are already working and those who are and students who are within the school system. And this enables Kenya to have perhaps one of Africa's largest per capita, human resource that is very well trained. And that human capital is basically the one on which the country is riding in its development. The second phase is Kenya's relook into the legal, constitutional, and other frameworks on which development or competitive development is going to be based. And in 2010, Kenya adopts a new revolutionary constitution. I say revolutionary because it was not a review of the existing constitution, but almost an overhaul. Three aspects of this constitution are very important, and they are the ones that are currently driving competitiveness in the country. The first element is the division of the country into 47 counties as part of devolution. And within that devolution, it's not just devolution of power and decision making, but also massive devolution of resources to the grassroots, to basically open up areas that have been left behind. And devolution funds within devolution come as a part of the taxes that is devolved to the county government, but it also comes in form of an equalization fund that enables those parts of the country that have been lagging behind for historical reasons to be able to be uplifted. Therefore, it's a more equitable vision of how to bring up the country. The second aspect is gender, where a law requires that at least a third of any gender must be included in all sectors of development. And therefore, we have seen new women entering spaces of development that they have not been involved before, including the lady, the minister heading devolution itself and planning at the national level, among others. So we have a one-third rule that is enabling inclusiveness of gender. The third aspect is a sharp focus on youth as the future of this emergence, and basing the country's growth on qualitative development of the young people through a number of intervention projects that the government have involved, which we may not be able to discuss at length because of limited time. I would say that all these initiatives are tied together by a vision, what is called Vision 2030, where Kenya has put a goal of becoming a middle income economy, a middle level economy by that time. But it is beginning to become extremely clear that it might actually reach that level before 2030. By 2020, the new government has committed itself to basically achieve that goal. But the key pillars of competitiveness and expansion of the Kenyan economy are at a number of levels. At the technological level, Kenya started the fiber optic cable, which has modernized the communication technology in the country. On top of that, Kenya has innovatively come up with a money transfer system called M-Pesa. And M-Pesa is able to, companies are able to transfer resources and funds, a very quick and efficient method from one corner of the country to the other. Small enterprises, small informal sector is actually riding on the back of this new technology. Agriculture, for people who are living in town and are doing economic activities in rural areas, they are able to pay their workers and also to meet their demands at that level. Therefore, M-Pesa is basically one of the most revolutionary edges of this new economy. Not to mention this
the enrollment in mobile phone technology. Kenya is one of the countries that is really leading this area. And mobile phones are available to over 60% of the Kenyan population, and it's really great. The other bit, the second pillar that we need to focus on is the energy sector. Kenya prioritized the energy in order to open up the country. And therefore, we are beginning to see elements of rural industrialization, particularly that is the one that is dependent on energy, electricity specifically, welding, small shops, carpentry, and therefore the country gradually, that element, that part of the economy which was lagging behind is now beginning to catch up. But related to that, recently Kenya made a discovery of oil. Therefore, it is entering the oil-producing countries, and the idea is to ensure that its oil is reinvested back into the other sectors, rather than oil beginning to become the pivot on which the economy is going to revolve. Finally, I think one of the major emphasis by the past government and the new government that has come after 2013 is infrastructure. The earlier government emphasized on opening up roads for the purpose of transport of goods and services from the rural areas to the urban areas, and from urban areas to the rural areas. The modernization of our ports, particularly the port of Mombasa, which does not only serve Kenya, but also serve the neighboring countries. But the new government, following on that, is now opening up the railway network. It has signed treaties with the neighboring countries and is expanding the railway network from Mombasa, hopefully to the Atlantic Ocean. That is the hope. And it is also opening another railway in the northern corridor to cover the northern part of Kenya, linking Ethiopia, South Sudan, and Uganda. In the interest of time, let me say that infrastructure is the future of that country. But Kenya conceives itself from a strategic point as a country that is integrated to a larger region. It is not developing, on its own, but it is hoping to emerge with the other countries, the neighboring countries within the East African community, and also within the IGAD region. As a result, we are likely to see not only Kenya's emergence as a regional economic power, but also carrying along its neighbors and in a more integrated regional economy. And I think that is the future of this strategy. Thank you. Merci beaucoup, cher frère. Très intéressant. Très intéressant. Je crois que quelques pistes très pratiques sont échafaudées à travers donc, votre exposé. Je vais me retourner vers mon voisin de droite. Chers collègues, vous avez le... Oui, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le modérateur. En fait, nous sommes pris vraiment par le temps. Je ne sais pas si je vais pouvoir gérer très bien le temps, car effectivement, 5 minutes. Voilà, essayez de nous synthétiser tout ça. Je vais essayer, Monsieur le Président. Étant entendu que l'ensemble de votre présentation sera donc récupéré par les rapporteurs et donc versé, n'est-ce pas, dans le document final. En fait, oui, je tiens à préciser que dans le cadre des sessions parallèles, ce qui nous intéresse, c'est vraiment les discussions avec les salles. Ce ne sont pas des présentations formelles. Et c'est pour ça que nous tenons vraiment à ce que vous respectiez les 5 minutes. Et je crois qu'avec le modérateur, au-delà des 5 minutes, nous serons obligés de vous interrompre. Parce que j'ai demandé à M. Théophile Diaka, qui avait des PowerPoint, de nous faire l'économie de ces PowerPoint
le parallélisme des formes nous oblige à appliquer la même chose. Merci d'avance pour votre compréhension. Très bien, Monsieur le Président. Je suis sûr que mes 5 minutes commencent à compter à partir de maintenant. Merci beaucoup. En fait, je vais parler un peu du secteur bancaire et comment est-ce qu'il peut aider aussi, n'est-ce pas, dans le processus de l'émergence de l'Afrique. Notre pays, le Sao Tomé et Principe, est un tout petit pays, bien entendu, avec un marché aussi très petit. Donc, il y a des aspects spécifiques qu'il faut tenir en compte. Notre économie est bien entendu aussi petite. Je commence par vous dire que pendant longtemps, parmi le pays, Sao Tomé et Principe était classé comme un pays à faible revenu, mais quand même, actuellement, à partir de 2011, il est déjà classé comme pays à revenu intermédiaire. Donc, ça veut dire que quand même, il y a quelques efforts et les banques ont beaucoup à voir avec ça. Entre 2001 et 2014, la croissance de l'économie était de 4,8 pour 4,9%, alors que la population a augmenté de 2,5% à peu près. C'est une bonne corrélation de force. L'économie, le moteur pourvoyeur de croissance sont essentiellement la construction, la consommation, le commerce de détail, le tourisme. Les services contribuent avec 48, près de 49% pour le PIB, l'industrie 20% et l'agriculture aussi 20%. Monsieur le Président, chers messieurs, chères mesdames, les perspectives pour 2015, c'est de la croissance du PIB de 5,6%, une baisse de déficit, et de transactions courantes et une hausse des recettes pétrolières. Quand je parle de recettes pétrolières, nous ne sommes pas en train de parler des recettes de l'exploitation du pétrole, car pour l'instant, nous sommes encore dans une phase très embryonnaire. Il n'y a que le bonus de signature qui compte pour l'instant. Puisqu'il n'y a pas d'émergence sans tenir compte de la population, et je parle un peu de la population. Donc, la population de 1970 à 2012, la population a augmenté de 104 000 personnes, 104 900 personnes, ça veut dire une fois et demie plus qu'à la date de l'indépendance qui était en 1975, 12 juillet 1975. La population est relativement jeune. De 1950 à 2013, la population de moins de 25 ans a augmenté de 10 points de pourcentage, une croissance de 200% en nombre. Il faut dire que la mortalité infantile est encore élevée chez les garçons, et plus élevée que chez les filles. Or, pour gagner le temps, Monsieur le Président, le secteur privé a un rôle très important à jouer dans l'émergence. Il est toujours embryonnaire, composé surtout des micro-économies, micro-entreprises axées sur le commerce, commerce, construction et tourisme. Il est confronté à des taux d'intérêt élevés, assez élevés, ce qui est en contrainte, n'est-ce pas, pour le développement du secteur privé. Et bien entendu, l'accès continu de ça et d'autres éléments aussi, l'accès au crédit est limité. Il y a peu de partenariats publics-privés. Chez nous, une grande entreprise n'a rien à voir avec le contexte général où
quand on parle d'une grande entreprise. Une grande entreprise à Sao Tomé est une entreprise qui produit 40 000 euros, réalise 40 000 euros de chiffre d'affaires et emploie au moins 20 personnes. Actuellement, c'est 83% de la main-d'œuvre est employée par les grandes entreprises. Les banques contribuent beaucoup pour ça. Le système bancaire est très dynamique, mais encore très embryonnaire. À partir du moment où nous avons annoncé la possibilité de l'exploitation du pétrole, il y a eu pas mal de banques qui s'est accouru, n'est-ce pas, pour s'installer. Et là, nous avions en 2014 8 banques. Maintenant, avec la fusion de 2 banques, nous avons 7 banques. Toutefois, il faut dire que la tendance est d'éventuellement avoir d'autres banques vont arriver, mais il y aura aussi d'autres qui vont partir. La plus ancienne, c'est la Banque internationale Sao Tomé et Principe, que je représente ici, et la plus récente, c'est la BGFI, banque d'origine donc gabonaise. Il n'y a aucun marché boursier ou obligatoire. Dernièrement, il y a eu, en 2011, le lancement de la carte de débit Dobra 24, mais c'est une carte qui a quelques contraintes aussi parce qu'elle n'est pas liée au réseau international. Les crédits aux opérateurs économiques sont encore limités et sont honorés, comme j'ai dit tout à l'heure, et majoritairement aux petites et moyennes entreprises, axées sur les services et le commerce. Il y a un impératif, n'est-ce pas, pour que les banques puissent contribuer davantage pour le développement et pour l'émergence, c'est qu'il faut une nouvelle stratégie. Cette stratégie doit tenir compte des défis de mondialisation, de la pauvreté, la création des entreprises par les jeunes, l'orientation vers une approche d'industrialisation, protection de l'environnement surtout. Je vais terminer, Monsieur le Président. Il faut encore identifier des moteurs de croissance qui doivent diversifier l'activité économique. Et quelle est la perspective pour en finir? D'ici 2030, puisque nous parlons de l'émergence, d'ici 2030, le secteur bancaire de Sao Tomé et Principe doit en principe se développer davantage et présenter un degré de diversification assez développé. D'importantes réformes doivent être menées de façon à ce que le secteur bancaire puisse être à mesure d'exercer effectivement son rôle d'intermédiaire. Mobilisation efficace de l'épargne, motivation même de cette épargne, mobilisation de l'épargne et allocation efficiente des ressources. Il faut évoluer vers le marché des capitaux, renforcer le règlement prudentiel en ce qui concerne la solvabilité, la liquidité et gestion des risques, et améliorer les conditions de financement des petites et moyennes entreprises. Pour conclure, le secteur financier, plus précisément le secteur bancaire, peut être considéré comme le moteur principal du développement humain durable à Sao Tomé et Principe. Mais pour cela, il faut des réformes des entreprises, doivent être prises tant au niveau des banques qu'au niveau par le gouvernement. La politique de crédit doit être analysée pour permettre, n'est-ce pas, que les entreprises puissent en bénéficier davantage. Il faut adopter une politique juridique idoine pour garantir que les banques puissent récupérer plus facilement les ressources, n'est-ce pas, qui sont octroyées en crédit pour donner plus de confiance et plus de sécurité, sûreté aux banques. L'intervention de banques dans beaucoup de domaines de développement peuvent être considérées comme un créneau pour le pays, pour faire sortir le pays de cette léthargie. Il y a une transition démographique qu'il faut considérer maintenant. J'aurais pu en parler davantage, mais nous n'avons pas le temps. En donnant beaucoup plus d'importance à la planification du développement et de l'émergence, et dans ce cas, pour tenir compte, n'est-ce pas, du papier, du rôle des jeunes gens, des femmes, et ce que vous appelez en français
l'automisation, qui est donc l'empowerment des femmes, et de façon à ce qu'elles puissent jouer le vrai rôle, n'est-ce pas, qu'elles sont appelées à jouer et être plus utiles au processus de développement et de l'émergence. Monsieur le Président, sous cette pression, je pense avoir fait quelque chose quand même. Merci. Merci, cher frère. Merci. Je suis désolé, désolé de vous avoir un peu brusqué, mais rassurez-vous, toute votre documentation va être versée, n'est-ce pas, dans les dossiers donc, de ce forum. Donc, ce n'est pas perdu.